Bonjour à tous, et donc je vais essayer de vous parler de biocarburant. Donc dans biocarburant, il y a biomasse. Alors qui a un véhicule thermique? Ça veut dire essence ou diesel. Qui utilise des biocarburants? Tous ceux qui ont des véhicules thermiques. Voilà. Donc vous utilisez tous, ceux qui ont nos voitures, des biocarburants, mais vous ne le savez peut-être pas. Et donc nous, au CNRS, notre rôle, c'est d'aller sur des nouveaux types de biocarburants, puisqu'il y a des effets de compétition. Donc je vais vous parler un tout petit peu. Donc première chose, la définition. Alors la définition biomasse-énergie, c'est tout ce qui est matière organique, végétale, animale, tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui provient de la biodiversité. Et biocarburant, c'est cette biomasse-énergie qui va être utilisée pour faire des carburants. Et là, vous avez une illustration avec différents types de ressources, celles qu'on connaît, les ressources agricoles, mais celles du bois, et puis celles dont je vous parlerai plus sur le projet qu'on a développé sur les algues. Et cette biomasse-énergie, elle peut prendre toutes les formes de la matière, solide, liquide ou gaz. Alors pourquoi je vous dis que vous utilisez, ceux qui ont des véhicules thermiques, de la biomasse? Parce que depuis quelques années, affiché sur nos pompes, vous avez des choses comme ça. E10, ça veut dire que vous avez 10% d'éthanol, qui est un biocarburant, dans votre essence. E85, 85%. B7, un autre biocarburant qui est incorporé dans le diesel, dans le gazole, et B20, et ainsi de suite. Donc vous voyez que vous êtes déjà des utilisateurs de biocarburants. Et dans cette histoire des biocarburants, alors qui date, parce que les premiers carburants qu'on a utilisés dans l'automobile, quand on a découvert les deux types de moteurs que vous connaissez, essence ou diesel, la première chose qu'on a utilisée, c'est de l'éthanol, c'est des huiles végétales, c'est des biocarburants. Ensuite, on a eu un pétrole abondant, donc ces biocarburants ont disparu. Pour ceux qui sont plus anciens, dans les années 70, on a eu le premier choc pétrolier, et on a vu réapparaître des biocarburants, et puis le pétrole est revenu, donc on a reperdu cette utilisation, pas partout. Et puis dans les années 90, la politique agricole commune en Europe, par exemple, a dit qu'on allait diminuer les terres pour l'alimentaire, mais qu'on pouvait utiliser les terres pour faire des biocarburants. Ça a relancé les biocarburants, donc vous voyez que dans toute l'histoire du moteur thermique et donc de l'utilisation de biocarburants pour ces moteurs, eh bien, on a des cycles de compétition entre le pétrole cher, le pétrole pas cher, et ainsi de suite. Alors, ça a plusieurs rôles. Non seulement, on a une autre ressource que le pétrole, et donc on parle d'indépendance énergétique, donc ça a été des politiques en particulier de l'Europe, et donc on a développé des générations de biocarburants. Donc la première génération, c'est celle que vous avez à la pompe, et donc c'est un alcool qu'on introduit dans l'essence et ce qu'on appelle un ester méthylique d'huile végétale, je ne vais pas vous décrire, qu'on introduit dans le biodiesel. Deux choses qui sont complètement différentes parce qu'un carburant diesel et un carburant essence, c'est deux choses qui sont complètement antagonistes. N'allez pas vous amuser à mettre de l'essence dans votre véhicule diesel et l'inverse. Vous le mettrez en l'air, c'est garanti. Et donc cette première génération qui est née utilise des ressources, malheureusement, qui sont des ressources d'origine alimentaire. Vous avez la betterave à sucre, vous avez la canne à sucre, vous avez le blé et le maïs pour faire de l'éthanol, parce que quand vous partez du sucre de la betterave à sucre ou de l'amidon du maïs ou du blé, eh bien, vous allez transformer ce sucre en alcool, comme on a toujours su le faire depuis l'Antiquité. Le deuxième est un peu plus particulier. Pour pouvoir incorporer quelque chose qui est compatible avec un diesel, on va partir de triglycérides. Les triglycérides, c'est les huiles, l'huile de colza en particulier. Un triglycéride, c'est une molécule avec 3 longues chaînes, et un diesel, c'est des longues chaînes. Donc on va récupérer ces longues chaînes dans quelque chose qui est un peu oxygéné, mais qui est parfaitement compatible. Et donc on a introduit, alors à la fois pour des politiques d'indépendance énergétique, ou à la fois dans les années 70 au Brésil, la canne à sucre, c'était l'alcool de canne à sucre qui était le booster de toute l'économie brésilienne, et ça le reste toujours.
Donc ces deux types de carburants, ceux qu'on utilise actuellement, malheureusement, sont en compétition avec l'alimentaire. Et il y a quelques années, l'Europe, en ce qui nous concerne, qui régit toutes les normes des pays européens qui sont dans l'Europe, a dit pas plus de 7%. C'est pour ça, alors on a un peu plus, mais globalement, si vous prenez la majorité des pays européens, vous avez en moyenne 7% de biocarburants dans nos carburants. Mais il y a des pays où on a plus. Si vous prenez la Suède, par exemple, on peut monter à 28% en moyenne parce qu'on utilise des graisses animales pour faire des biodiesels. La deuxième génération, c'est une génération où on refuse d'utiliser l'alimentaire, on va se tourner vers le bois, les déchets. C'est ce qu'on appelle la lignocellulose. Vous prenez du bois. Le bois, ça a trois grands constituants. Un que vous connaissez, la cellulose, qui fait la pâte à papier. Vous avez l'hémicellulose, qui est un peu différente et qui ne fait pas du tout la pâte à papier. Et vous avez la lignine, qui est l'architecture forte du bois, qui contient des aromatiques dont je ne parlerai pas. Mais cette cellulose, c'est des sucres, comme le blé. Mais c'est des sucres qu'on va traiter d'une autre façon pour obtenir aussi de l'éthanol. Alors ça marche très bien, c'est industrialisé, mais ça coûte 2 fois plus cher que l'éthanol du blé ou du maïs. Donc tant que le pétrole est, entre guillemets, bon marché, on ne développe pas ce type de choses. Bon, après, le bois, ce n'est pas une ressource non plus illimitée, donc il faut savoir gérer tout ça, mais potentiellement, on peut faire des biocarburants qui ressemblent à ces biocarburants-là, éthanol, à partir du bois. Et la troisième génération dont je vais vous parler, alors je ne parlerai pas de la quatrième, mais c'est celle du projet qu'on a développé il y a quelques années, qui s'appelait RAV Bioalgues. Alors typiquement, vous l'avez peut-être vu sur les posters, un projet ANR, c'est un consortium de laboratoires qui peuvent être internationaux, parce qu'on a des ANR avec d'autres pays, mais là, c'était un consortium de laboratoires français. Donc, vous devez connaître le CEA. Donc, le CEA a des laboratoires un peu partout en France. Et à Cadarache, donc, pour ceux qui s'intéressent à l'énergie du futur, c'est le site de ITER. Donc, voilà. Donc, sur ce même site, il y a aussi un laboratoire qui développe des outils de recherche sur la production des microalgues. Alors pourquoi ? Parce que les microalgues, c'est d'abord de la biodiversité. Il y a des centaines de milliers d'espèces, très variées. Alors vous en mangez, ce n'est pas tout à fait des microalgues, mais ceux qui consomment de la spiruline, c'est des microalgues. La spiruline, c'est des protéines. Mais typiquement, une algue, ça peut vous donner des carbohydrates, des sucres, ça peut vous donner des protéines, ça peut vous donner des vitamines. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de nous donner des triglycérides, de la même façon que les plantes oléagineuses qu'on peut obtenir sur voie terrestre. Alors, l'intérêt des algues, c'est leur potentiel de productivité, puisqu'on estime que ça peut être 30 fois plus productif que les plantes terrestres. Alors voilà, ce CEA à Cadarache, dans le sud de la France, parce qu'on a besoin de soleil. Pour faire des algues, il faut du soleil. Les algues consomment du CO2, donc pour l'environnement, l'évolution du climat, c'est important d'avoir des choses qui consomment. Et malheureusement, en plus du soleil et du CO2, ça c'est facile à obtenir, il faut aussi mettre des nutriments. Il faut mettre de l'azote, il faut mettre du phosphore, et ça coûte un peu cher. Malgré tout, industriellement, ça existe. Alors, ne pas mélanger macroalgues et microalgues. Les macroalgues, vous en mangez quand vous allez au Japonais, c'est utilisé en cosmétique, on les ramasse. Vous avez des grandes machines qui ramassent ça dans les océans. C'est une production, en particulier asiatique, énorme. Ce n'est pas du tout la même chose. Les macroalgues sont des carbohydrates pour d'autres applications. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de sélectionner des algues qui vont être capables de nous donner des lipides. Et je vous ai expliqué que ces lipides, ces triglycérides, c'est ce qui va nous donner du biodiesel. Alors, à l'origine, les premiers projets scientifiques ont essayé de faire la même chimie que celle des huiles végétales,
Et donc, on fait une grande réaction qui s'appelle la transestérification, qui convertit l'huile en quelque chose de compatible avec le diesel. Je veux dire, on avait ces 3 molécules à longue chaîne, et on veut séparer ces 3 chaînes pour récupérer individuellement ces chaînes dans une molécule. Le seul problème, c'est que les concentrations de ces algues dans l'eau, puisqu'elles sont élevées dans l'eau, sont très faibles. Et donc, si vous devez sécher, c'est un procédé qui coûte cher, et extraire, en particulier avec des solvants, avec d'autres molécules chimiques, c'est très cher. Donc, globalement, cette voie qui paraissait la plus simple, par mimétisme avec la précédente, elle est très onéreuse. Et donc, dans ce projet, on s'est orienté vers une autre voie qui s'appelle la synthèse hydrothermale. Donc ça, vous en faites tous un peu quand vous faites cuire votre soupe, sous pression, dans votre cocotte minute. Voilà, des grands cuisiniers devant. C'est simplement faire chauffer une ressource. Alors là, ça va être nos algues, à 10 ou 20% de concentration dans l'eau. On monte en pression et il y a plein de réactions qui se passent parce que l'eau, dans ces conditions-là, est complètement différente de l'eau qu'on a à température ambiante. Et on fait des réactions et on obtient ce qu'on appelle une bio-huile. Et nous, à Hyrsolion, notre travail, c'est de transformer cette bio-huile, qui est tout sauf du pétrole, en quelque chose qui sera un carburant. Donc c'est ce que je vous expliquerai juste à la fin. Ensuite, on avait des gens de Rouen qui étaient spécialistes de la combustion pour voir comment ces molécules qui peuvent être différentes sont brûlées dans un moteur et comment tout ça peut changer un peu la chimie. Et puis on avait aussi un laboratoire de Narbonne qui faisait l'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est incontournable maintenant dans les projets scientifiques, c'est de faire le bilan environnemental, le bilan CO2 de toute cette chaîne de production, du début, on dit de la source, du puits jusqu'à la roue. Et donc, je vous dirai un peu ce que ça a donné. Alors voilà, nous, notre travail, à quoi ça correspond? On va partir de nos algues qui sont en solution, on va faire une bio-huile, et vous voyez que ça ressemble un peu à du pétrole, mais un mauvais pétrole. Ce n'est pas du tout les compositions d'un pétrole classique, et on va transformer ça en carburant. Et donc pour ça, on a des méthodes, et nous, notre travail, ça s'appelle la catalyse, et on utilise des accélérateurs de réaction. Donc juste pour vous montrer à quoi ça correspond, on a des techniques pour isoler chaque composé contenu là-dedans. Donc là, chacune de ces petites tâches, c'est une molécule chimique différente. Dans cette bio-huile, on avait 2 acides en C16 et en C18, c'est normal, ça provient des triglycérides, ces longues chaînes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à l'aide de nos catalyseurs, on transforme ça en autre chose. Et cette autre chose, c'est des chaînes de paraffine, c'est quelques aromatiques, et ça, c'est du biodiesel. Donc, on sait faire une chimie qui nous permet d'obtenir des biocarburants. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Juste, alors, le bilan CO2 de tout ça, on a exploré ça. Donc, le potentiel, il est là. Le problème dans toute cette chaîne de valeur, c'est le coût de la production des algues. Parce que je vous ai dit, il faut des nutriments, il faut de l'eau. Donc, on a fait des projections sur une centaine d'hectares de bassins. Vous avez des bassins ouverts avec l'eau qui circule, les algues et ainsi de suite. Et globalement, si on optimise tous ces procédés, on arrive à atteindre les critères qui sont les critères de l'Europe sur la quantité de CO2 émise par kilomètre pour avoir un biocarburant potentiellement utilisable. Voilà. Donc c'est de la recherche, hein. Je vous ai dit, on en est loin. Industriellement, ça se fait. Les microalgues sont utilisées en cosmétique. Vous avez dans le sud de la France des kilomètres de tubes dans lesquels on fait des microalgues et qui sont vendus et utilisés. Voilà l'histoire.
L'histoire, c'est la biomasse. Christophe vous a parfaitement expliqué ce qu'est la biomasse, d'où elle vient. Notamment, nous, on essaye d'utiliser de la biomasse qui vient des déchets des végétaux, type forêt, agriculture, et on essaie de transformer cette biomasse en hydrogène bas carbone. Alors, avant de vous expliquer comment on fait cette transformation, j'aimerais discuter du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on essaie de faire de l'hydrogène bas carbone? Est-ce que ça a un intérêt et où est-ce qu'on va avec ça? Alors, voilà, je passe 2 slides en même temps, c'est bien. Voilà l'hydrogène. Alors, je vous ai mis la molécule ici, la composition de cette molécule, qui est vraiment très simple, H2, vous voyez, sur la droite ici. Donc, l'hydrogène est composé de 2 atomes d'hydrogène, tout simplement. Si vous vous souvenez un tout petit peu du tableau de Mendeleïev, des éléments, c'est le premier élément, celui qui est tout en haut à gauche, donc le plus léger. Et cet hydrogène, sous forme de dihydrogène, à température ambiante, à pression atmosphérique, c'est un gaz. Et c'est un gaz dont on peut se servir comme carburant. Donc ça fait la transition avec ce qu'a fait Christophe. Peut-être c'est le carburant du futur. Alors pourquoi est-ce que c'est le carburant du futur, ou pourquoi est-ce que ça pourrait être le carburant du futur? Si vous regardez la composition de cette molécule, vous noterez qu'il n'y a pas de carbone dedans. Et par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui, qui vient de combustibles fossiles, tout ce qu'on utilise aujourd'hui contient du carbone. L'hydrogène ne contient pas de carbone. Alors vous allez me dire, miracle, on a trouvé la solution. On va pouvoir facilement décarboner toute notre production d'énergie. En fait, ce n'est pas si simple. Parce que l'hydrogène, aujourd'hui, on est obligé de le fabriquer, de le produire. Et comment est-ce qu'on le produit? On le produit à partir de combustibles fossiles, le gaz naturel, que vous devez tous connaître. Donc on prend du gaz naturel, et puis grâce encore à des catalyseurs, on va faire de l'hydrogène. Malheureusement, cette production, elle va émettre énormément de CO2. Donc l'hydrogène qui est aujourd'hui utilisé, notamment par l'industrie, c'est l'hydrogène carboné, qui engendre pas mal d'émissions de CO2. Donc il faut absolument qu'on aille vers un hydrogène bas carbone, ou on appelle ça aussi hydrogène vert. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'hydrogène vert dans les médias. Et cet hydrogène bas carbone, il va être produit uniquement à partir d'énergies renouvelables, c'est-à-dire des panneaux solaires, des éoliennes. Je reviendrai dessus plus tard. Donc à quoi sert l'hydrogène? Donc aujourd'hui, il a beaucoup d'utilisations. La première, c'est dans l'industrie. Il est énormément utilisé dans l'industrie. C'est des millions de tonnes d'hydrogène par an. Et il sert surtout à la chimie pour faire des fertilisants, des engrais, qui pourront faire pousser, par exemple, des microalgues. Vous voyez que l'hydrogène est partout. Dans les raffineries, on sert de l'hydrogène. Dans les aciéries, pour faire des métaux. Et dans plein d'autres industries. Donc aujourd'hui, on utilise de l'hydrogène carboné. Si demain, on passe à l'hydrogène bas carbone, simplement par ce changement de type d'hydrogène, on pourra considérablement réduire les émissions de CO2 de l'industrie. C'est ce qu'on appelle la décarbonisation de l'industrie. Donc ça passe par l'hydrogène bas carbone. À moyen terme, on va utiliser l'hydrogène, ou on commence à utiliser l'hydrogène, je ne sais pas exactement comment il faut dire, pour stocker les énergies renouvelables. Pourquoi est-ce qu'il faut stocker l'énergie renouvelable? Parce que si vous avez un panneau solaire dans votre jardin, vous allez vous rendre compte que ça produit de l'électricité, ok, mais pas tout le temps. Quand il n'y a pas de soleil, pas d'électricité. Pareil pour une éolienne. L'hydrogène pourrait permettre de stocker cette électricité quand on a un pic de production et au contraire, le redonner, recréer l'électricité lorsque le panneau solaire ou l'éolienne ne produit plus. Stockage d'énergie renouvelable. Mobilité lourde, alors ça correspond à quoi? On pourrait essayer d'utiliser cet hydrogène comme carburant, remplacer le diesel, par exemple, dans les poids lourds, dans les bus, dans les trains, pourquoi pas les bateaux. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une pile à combustible. Je pense que vous avez tous entendu ce nom une fois au moins, pile à combustible. Vous avez tous utilisé une pile. Vous savez ce que c'est qu'une pile? C'est très facile à utiliser. Vous avez 2 bornes. À l'intérieur de cette pile, il y a des réactions chimiques qui fabriquent de l'électricité. La pile à combustible, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle a besoin d'un combustible. Et ce combustible, c'est l'hydrogène. Donc, à partir d'hydrogène, on va produire de l'électricité. L'électricité va alimenter un moteur électrique et vous allez pouvoir faire de la mobilité électrique. Donc, la mobilité électrique, ce n'est pas que des batteries, ça peut être aussi l'hydrogène. Alors, pourquoi uniquement pour la mobilité lourde? Essentiellement pour des raisons de sécurité, peut-être qu'on en reparlera, et de coût.
Carburant de synthèse, ça, c'est dans un avenir un peu plus lointain. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'hydrogène bas carbone pour réagir avec le CO2? On a trop de CO2, on émet trop de CO2 pour refaire du carburant. Peut-être un rêve à voir. Alors, comment est-ce qu'on fabrique un hydrogène décarboné? Eh bien, tout simplement à partir d'eau. On prend une molécule d'eau et on va, vous vous souvenez tous de la composition de l'eau, je pense, H2O. Rien qu'en le disant, H2O, on se rend compte qu'on dit H2. Eh oui, il y a de l'hydrogène dans l'eau. Donc il suffit, vous allez voir qu'il suffit, peut-être pas le bon mot, de casser la molécule d'eau pour faire de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est ça qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Et comment est-ce qu'on casse l'hydrogène? On utilise de l'électricité, évidemment, renouvelable. Okay, c'est génial, sauf que c'est très, très énergivore. Si on fait le bilan énergétique, casser une molécule d'eau, ça coûte très cher en énergie. Donc l'hydrogène qu'on va fabriquer là, qui est évidemment bas carbone, hein, énergie renouvelable, de l'eau, pas de CO2 dans l'affaire, il va coûter très cher. Et aujourd'hui, il coûte très cher. Alors si on regarde un tout petit peu comment fonctionne un électrolyseur, c'est le système dans lequel on fait l'électrolyse de l'eau, électrolyseur. L'électrolyseur, il fonctionne comme une batterie, mais à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de produire de l'électricité, lui, il faut lui donner de l'électricité. Et avec cette électricité, il va faire des réactions chimiques. Et la réaction chimique qu'on veut faire, évidemment, c'est ça. H2O donne hydrogène et oxygène. Alors, dans une pile, vous avez deux plots, hein, deux électrodes. Le plus et le moins. Ça, je pense que tout le monde visualise bien les choses. Et pourquoi est-ce qu'il y a deux, comme ça, deux plots, deux bornes? C'est parce qu'en fait, dans une pile, il y a deux demi-réactions. Vous avez, si vous vous souvenez vos cours, une réaction d'oxydation, une réaction de réduction. Pour l'électrolyse de l'eau, c'est assez simple. Sur une borne, on oxyde l'eau, on fait de l'oxygène, et sur l'autre, on va faire de l'hydrogène. Tout simplement. Et si on fait le bilan énergétique, si on regarde d'un peu plus près tout ça, on se rend compte que la consommation d'énergie, elle vient surtout d'ici. H2O donne oxygène. Et finalement, faire de l'oxygène, ce n'est pas forcément ce qu'on cherche à faire, et ce n'est pas forcément très intéressant d'un point de vue économique. Donc l'idée qu'on a eue au laboratoire, on n'est pas les seuls dans le monde, hein, évidemment, c'est de remplacer cette demi-réaction par une autre, beaucoup moins énergivore. Par exemple, d'oxyder des molécules organiques qui viendraient de la biomasse, donc renouvelables, pour fabriquer, en sortie d'électrolyseur, des molécules qui pourraient avoir un intérêt pour la chimie. Vous noterez également que dans cet électrolyseur, on sépare l'anode de la cathode. Ouais, j'ai mis la petite membrane ou séparateur, on l'appelle comme vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on produit deux gaz, hydrogène et oxygène, et il faut absolument éviter qu'ils rentrent en contact. Parce que autant la décomposition de l'eau est difficile à faire, autant dans l'autre sens, c'est beaucoup plus facile. Donc on va recombiner très vite pour en faire de l'eau. Il faut surtout éviter ça. Donc on est obligé de mettre une membrane. Donc l'électrolyseur, il a une espèce de membrane, et aujourd'hui les membranes qu'on utilise, elles coûtent très cher, et elles ne sont pas très bonnes pour l'environnement parce qu'elles contiennent des PFAS. Vous êtes sur Lyon, tout le monde connaît ce qu'est un PFAS, malheureusement. Elles contiennent des PFAS. Le fait de remplacer cette réaction par une autre qui va transformer de l'eau liquide en un produit liquide, on supprime l'apparition d'oxygène gazeux et donc on n'a plus besoin de membrane. Autre intérêt. Concrètement, voilà à quoi ça ressemble, nos électrolyseurs de biomasse. Sur une des deux bornes qu'on appelle cathode, on va essayer de produire de l'hydrogène à partir de l'eau, c'est la réaction classique, la demi-réaction classique. Et sur l'autre, eh bien, on va essayer de prendre des molécules ici de la biomasse, des dérivés de la lignocellulose également, pas directement la lignocellulose, parce que c'est des molécules un petit peu compliquées, mais des dérivés comme les carbohydrates, dont a parlé Christophe, donc les sucres par exemple. On rentre des sucres à l'intérieur et on va essayer dans l'électrolyseur, sur cette électrode-là, qu'on appelle l'anode, d'aller les oxyder pour faire des molécules intéressantes pour la chimie. Par exemple des acides carboxyliques. Et il faut savoir que toutes ces molécules intéressantes, entre guillemets, ou qu'on appelle les molécules plateformes, qui vont faire par exemple des plastiques, des cosmétiques, des détergents, et j'en passe, et des meilleurs, aujourd'hui, on utilise le pétrole pour faire ces molécules. Donc on pourrait faire coup double. Un, on produit de l'hydrogène bas carbone, et de l'autre, on produit des molécules plateformes avec sans émission de CO2, donc sans utiliser le pétrole. Donc c'est le but de notre projet européen qui a démarré il y a quelques temps,
qui s'appelle HelloBio, pour électrolyse de biomasse. Vous voyez, on n'a pas trop réfléchi là, c'était assez court. Et donc c'est un consortium européen, donc c'est un peu plus vaste. Le financement vient de l'Europe. Vous avez ici les logos de tous les partenaires. On a 8 partenaires en Europe, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Estonie et bien sûr en France. Le CNRS est coordinateur, c'est-à-dire leader du projet. Notre objectif, c'est donc d'essayer de développer un prototype d'électrolyseur de biomasse pour produire de l'hydrogène bas carbone, d'un côté, demi-réaction, et l'autre demi-réaction, des molécules d'intérêt pour l'industrie chimique. À terme, l'idée, c'est de coupler ces électrolyseurs dans une bioraffinerie. Pourquoi ? Parce que la bioraffinerie, elle pourrait fournir à l'électrolyseur les molécules de biomasse dont on a besoin, tandis que l'électrolyseur, lui, pourra fournir à la bioraffinerie l'hydrogène. Une bioraffinerie a toujours besoin d'hydrogène, et les molécules plateformes intéressantes pour la bioraffinerie pour produire des cosmétiques, par exemple, ou autre chose. Voilà, c'est l'idée du projet biomasse. Alors, où est-ce qu'on intervient, nous, dans cette histoire, quand même, que je vous donne quelques infos sur ce que nous, on fait à Lyon. On est des spécialistes des catalyses, vous l'avez compris. La catalyse, c'est une substance qui accélère la cinétique, la vitesse d'une réaction, qui ne fait pas que de l'accélérer. Elle peut aussi l'orienter, la contrôler. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est développer ce matériau-là, anode, dans lequel on met un catalyseur pour pouvoir faire justement cette réaction de transformation de la molécule de biomasse vers une molécule intéressante pour l'industrie chimique. Voilà. Merci pour votre attention.